beaucoup au niveau de l'opinion nationale et internationale. Nous ont posé plusieurs questions relatives à la position ou au point de vue de la CNDH par rapport à cette actualité liée à la décision prise par les autorités congolaises, mieux le gouvernement congolais, en rapport avec la levée du moratoire sur la peine de mort. C'est avec raison que on nous demande de donner, l'opinion nous demande de donner notre position, puisque la Commission nationale des droits de l'homme est une institution étatique qui a la charge de conseiller le gouvernement congolais, conseiller les autorités congolaises sur toutes les matières qui touchent à la promotion et à la protection des droits humains. Aujourd'hui, après beaucoup de cogitations, beaucoup de recherches aussi de nos experts, nous sommes en mesure de vous livrer notre analyse sur cette question importante. Mais avant de passer la parole à notre collègue, la vice-présidente de notre institution, je dois souligner le fait que nous parlons ici en tant que bureau au nom de 9 membres commissaires nationaux des droits de l'homme de la RDC. Tous les collègues, il y en a qui sont présentement à Kinshasa, d'autres sont en voyage, mais nous avons travaillé ensemble et c'est au nom donc de la plénière de la CNDH RDC que nous allons vous livrer cet avis et ces propositions sur cette question d'actualité qui fait couler beaucoup d'encre. Alors, je voulais en deuxième position, en deuxième point, vous dire que lorsque nous regardons l'évolution de la situation des droits de l'homme en RDC, les tableaux indiquent que la RDC est un pays qui a souffert, qui est passé par des tragédies inacceptables en termes de violations massives des droits de l'homme, en termes de massacres de population. Jusqu'à ces jours, nous déplorons encore des violations graves des droits de l'homme, surtout des crimes de toutes sortes enregistrés, surtout à l'est du pays, avec le conflit armé, le conflit qui endeuille la population congolaise du fait qu'il y a un pays voisin, le Rwanda, qui entretient de rebelles, le groupe rebelle, j'ai cité le M23, et les éléments même de l'armée rwandaise ont traversé et sont sur le territoire congolais
en train de soutenir ou bien de se battre contre l'armée nationale de notre pays. Eh bien, il y a des rapports bien précis sur cela, sur ces massacres, bien documentés, des rapports rédigés par les organisations nationales de droits de l'homme, les organisations congolaises, aussi bien des rapports des organisations internationales sur cette tragédie que la population civile congolaise vive à l'est du pays, des rapports rédigés par la communauté internationale représentée par l'ONU, des rapports bien précis pour ne pas parler du rapport mapping, mais d'autres rapports qui démontrent avec précision où l'on peut placer les curseurs sur ces événements qui endeuillent les populations congolaises à l'est du pays, et des auteurs présumés qui doivent être entendus par la justice. C'est pratiquement, on nous dit, les historiens nous disent, et ceux qui suivent la situation, que c'est 30 années que nous venons de totaliser avec cette situation inadmissible aux conséquences telles que on parle de millions de vies fauchées au sein de la population congolaise à l'est du pays, sans pour autant oublier qu'il y a encore des conséquences négatives en termes de sécurité humanitaire, des déplacés internes, de gens qui n'ont plus de familles séparées, et donc une tragédie qui mérite d'être sanctionnée. Alors, cette tragédie, aujourd'hui, nous pouvons nous dire, c'est pareil à une sorte de creuset dans l'Afrique des Grands Lacs. Si nous partons des années des indépendances, même aller un peu plus loin, vous verrez que la communauté internationale a codifié les normes, les lois à travers des instruments de promotion et de protection de l'homme, des droits de l'homme pour la valeur de dignité humaine. À travers l'histoire de notre communauté internationale, à travers les différents événements qui ont jalonné, à travers, l'histoire qui raconte l'histoire, comment on en est arrivé là, à la codification de toutes ces normes, toutes ces lois, en termes d'instruments internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme. On constate, les experts constatent qu'il y a eu du progrès de ce côté-là, puisque les textes existent, qui conjurent pareil crime, qui rabaisse la dignité humaine. Mais toujours est-il qu'on dit souvent non, qu'on ne revive pas toutes ces tragédies, les guerres mondiales. Et aujourd'hui, vous remarquerez aussi, les experts constatent que malgré toutes ces précautions qui sont prises, il y a toujours une sorte de manque de respect de la dignité humaine à travers des événements à déplorer. Et aujourd'hui, actuellement, on parle du conflit en Ukraine sans pour autant parler, ignorer, oublier
ce qui se passe entre l'Israël et la Palestine. Et aujourd'hui, pour l'Afrique, c'est comme si le creuset est là, dans ce que nous appelons l'Afrique de Grands Lacs, et très précisément en République démocratique du Congo, dans sa partie est. Mais pendant cette trentaine d'années, les populations congolaises organisées en société civile, les autorités congolaises, le gouvernement congolais ont, dans leur grande, disons, majorité, demandé l'appui, l'accompagnement de la communauté internationale et des pays puissants. Tout simplement, les Congolais demandent à cette communauté internationale de sanctionner les auteurs de toutes ces souffrances et aussi d'ériger, de créer, de nous aider à créer, à mettre en place un tribunal pénal international, voilà, ad hoc. Mais rien de toutes ces demandes du peuple congolais à travers la société civile et les autorités n'a été fait. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas un tribunal ad hoc comme ailleurs et les rapports ne sont pas exploités pour sanctionner les auteurs de toutes ces souffrances. À la place, aujourd'hui, nous constatons que les autorités congolaises, les gouvernements, viennent de réagir en prenant une décision, une résolution, celle de lever, si vous voulez, le moratoire relatif à la peine de mort. Nos avis et considérations sont contenus dans les documents que nous allons pouvoir remettre aux autorités du pays, aux responsables, aux chefs d'institution, pour que ces responsables, ces chefs d'institution, ensemble avec la CNDH, puissent circonscrire les limites, si vous voulez, comment s'assumer par rapport à cette décision que les autorités ont prise. Puisque la CNDH est une institution d'appui à la démocratie, mais qui doit conseiller, si vous voulez, aviser le gouvernement. Nous allons donc vous laisser découvrir avec nous les éléments qui sont contenus dans notre avis que la vice-présidente va vous livrer. Avis numéro 001 bar AP bar CNDH-RDC bar 2024. Portant avis et propositions de la Commission nationale des droits de l'homme relatif à la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo. La Commission nationale des droits de l'homme, vu la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant modification de certains articles de la Constitution, spécialement en ces articles 16 et 61, vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966, spécialement son article 6 relatif au droit à la vie. Vu le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques du 15 décembre 1989, vu la loi organique numéro 13/0011 du 21 mars 2013 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, spécialement en son article 6.18. Considérant l'observation générale numéro 36, adoptée en date du 3 septembre 2019 par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies relative au droit à la vie, en son article 6. Considérant l'avis numéro 001-AP-CNDH-RDC-2017, adopté par la CNDH-RDC en date du 14 septembre 2017, relatif à la réhabilitation du moratoire à l'exécution des peines de mort en République démocratique du Congo, attendu que le droit à la vie est le premier et le plus important de tous les droits de l'homme, que ce droit ne peut faire l'objet de dérogation, quelles que soient les circonstances que traverse un État, qu'il est la base et la condition de la jouissance et de l'exercice de tous les autres droits. Attendu que le droit à la vie est proclamé dans plusieurs instruments juridiques internationaux auxquels la République démocratique du Congo est partie, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à son article 6, et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, à son article 4. Attendu que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est ainsi libellé. 1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. 2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent pacte, ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. 3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un État parti au présent pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. 4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine, l'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées. 5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre les femmes enceintes. Droits de l'homme et libertés fondamentales, 40.103.2. 6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un État parti au présent pacte. Attendu que cet article est le fondement de l'obligation qu'ont les États partis au pacte de respecter et garantir le droit à la vie.
de lui donner effet par des mesures d'ordre législatif ou autre, et d'offrir un recours utile et une réparation à toutes les victimes de violations du droit à la vie. Son paragraphe 1er interdit toute privation arbitraire de la vie et pose le principe de la protection de ce droit par la loi. Les paragraphes 2, 4, 5 et 6 énoncent des garanties spécifiques visant à faire en sorte que les États partis qui n'ont pas encore aboli la peine de mort, celle-ci ne doit être appliquée que pour des crimes les plus graves et seulement dans les cas les plus exceptionnels et dans les limites les plus strictes. Attendu que l'interdiction de la privation arbitraire de la vie énoncée au paragraphe 1er de l'article 6 impose des limites supplémentaires à la capacité des États partis d'appliquer la peine de mort. Parenthèse, observation générale numéro 36 du Comité des droits de l'homme.4. Attendu qu'il ressort des dispositions ci-haut citées que, quand bien même il est inhérent à toute personne humaine, le droit à la vie n'est pas absolu. Qu'en effet, lorsque le paragraphe 1er de l'article 6 exige que la privation de la vie ne soit pas arbitraire, il reconnaît donc implicitement que certaines privations de la vie peuvent être non arbitraires. En elles-mêmes, doivent être appliquées d'une manière qui ne soit pas arbitraire. Que c'est ainsi que les États qui n'ont pas aboli la peine de mort et qui ne sont pas partis au deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte visant à abolir la peine de mort ou à d'autres traités prévoyant l'abolition de la peine de mort ne sont pas à porte-à-faux avec le pacte lorsqu'ils appliquent cette peine de manière non arbitraire et pour réprimer les crimes les plus graves. Parenthèse, observation générale numéro 36.10. Attendu toutefois que l'expression « les crimes les plus graves » utilisée au paragraphe 2 de l'article 6 n'est pas définie par le pacte. Que c'est le Comité des droits de l'homme, organe de supervision de la mise en œuvre du pacte par les États partis, qui lui a donné un contenu. Que pour cet organe, donc, l'expression « crimes les plus graves » doit être prise de manière restrictive et s'entendre uniquement des crimes d'une extrême gravité, impliquant un homicide intentionnel, que les crimes qui n'ont pas la mort pour résultat direct et intentionnel, tels que la tentative de meurtre, la corruption et autres infractions économiques et politiques, le vol à main armée, les actes de piraterie, les enlèvements, les infractions liées à la drogue et les infractions sexuelles, bien qu'ils soient de nature grave, ne peuvent jamais servir de fondement, au regard de l'article 6 donc, pour imposer la peine de mort. Que dans le même ordre d'idées, un degré limité de participation ou de complicité, même dans la perpétration des crimes parmi les plus graves, par exemple, le fait de fournir le moyen physique de commettre un meurtre, ne saurait justifier l'imposition de la peine de mort. Parenthèse, observation générale numéro 36.35. Attendu que les autres conditions imposées aux États partis au pacte qui appliquent encore la peine de mort sont la conformité de la législation relative à la peine de mort aux normes internationales dans le pacte, l'interdiction de faire rétroagir la dite législation, l'obligation de n'appliquer la peine de mort que lorsqu'elle est prononcée par un jugement définitif, rendu par un tribunal compétent, l'interdiction de prononcer la sentence de mort contre les personnes âgées de moins de 18 ans, l'interdiction d'exécuter une sentence de mort contre une femme enceinte, le respect du droit à l'appel.
Attendu que, tout compte fait, la rédaction de l'article 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques porte l'empreinte du courant abolitionniste, que cela ressort clairement des termes des paragraphes 2 et 6. Qu'au paragraphe 2, la référence à l'application de la peine de mort est précédée de celle de l'abolition de cette peine en ces termes, dans les pays où la peine de mort n'a pas encore été abolie. Que l'invitation à abolir la peine de mort, ou mieux encore, la préférence pour l'abolition de la peine de mort est encore plus explicite au paragraphe 6 libellé comme suit. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un État parti au présent acte. Attendu que le courant abolitionniste qui a inspiré la rédaction de l'article 6 du pacte a culminé par l'adoption, le 15 décembre 1989, du deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant l'abolition de la peine de mort. Que les articles 1er et 2 de ce protocole disposent. Attendu que 58 ans après l'adoption du pacte international relatif aux droits civils et politiques et 35 ans après celle du deuxième protocole facultatif à ce pacte, le courant abolitionniste est devenu majoritaire au sein de la communauté internationale. Que plus de 140 États ont aboli la peine de mort, que plusieurs autres ont réformé leurs codes pénaux afin de réduire le nombre d'infractions pour lesquelles la peine de mort peut être prononcée, et que d'autres encore sont abolitionnistes de fait, en ce qu'ils ont arrêté d'exécuter les peines de mort prononcées par leurs tribunaux depuis plus de 10 ans. Attendu qu'il ressort de ce qui précède que la peine de mort est, pour la majorité de la communauté internationale, une sanction qui porte atteinte au droit à la vie. Que c'est ainsi qu'à défaut d'obtenir l'abolition formelle de la peine de mort pour tous les crimes par tous les États, les organisations internationales ayant dans leur mandat la promotion et la protection des droits de l'homme exhortent leurs États membres qui maintiennent encore la peine de mort à adopter un moratoire sur les exécutions de la peine de mort. Qu'au niveau des nations, l'Assemblée a en 2007 décidé d'adopter tous les 2 ans une résolution relative à la question d'un moratoire sur l'application de la peine de mort. Qu'à ce jour, 9 résolutions ont été adoptées. Que dans toutes ces résolutions, l'Assemblée s'inquiète de ce que la peine de mort continue d'être appliquée, demande aux États de réduire et de limiter progressivement l'application de la peine de mort et réduire le nombre d'infractions punies de la peine de mort, d'instituer un moratoire sur les exécutions en vue de l'abolition de la peine de mort. Engage les États qui ont aboli la peine de mort à ne pas les rétablir. Encourage les États qui ont institué un moratoire à le maintenir et à partager leur expérience à cet égard. Demande aux États qui ne l'ont pas encore fait à adhérer au deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant l'abolition de la peine de mort ou de le ratifier. Attendu qu'au niveau africain et dans le même esprit que l'Assemblée générale des Nations unies, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a adopté 2 résolutions sur la même question. La résolution 42 du 15 novembre 1999 et la résolution 136 du 24 novembre 2008. Que dans ces résolutions, et particulièrement dans la dernière citée, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples se dit préoccupée par le fait que certains États partis à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples appliquent la peine de mort dans les conditions non conformes au droit
à un procès équitable garanti par la Charte et d'autres normes pertinentes. Que la Commission invite les États partis à la Charte qui conservent encore la peine de mort à observer un moratoire en vue de l'abolition de la peine de mort. Attendu que la République démocratique du Congo est partie au pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, deux instruments internationaux qui proclament le droit à la vie, comme cela vient d'être présenté plus haut, qu'elle n'est pas partie au deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant l'abolition de la peine de mort. Attendu que, en dépit du fait de la Constitution du 18 février 2006, en son article 16 proclame le droit à la vie, qui proclame le droit à la vie sans aucune référence à la peine, contrairement aux constitutions antérieures, et que son article 61 fait du droit à la vie un droit auquel aucune dérogation n'est permise. Les cours et tribunaux de la République démocratique du Congo, civils et militaires, continuent de prononcer la peine de mort, et ce, pour une multitude d'infractions. Attendu toutefois que s'agissant de l'exécution des peines de mort prononcées par ces cours et tribunaux, la République démocratique du Congo a connu plusieurs vicissitudes. 3 fois, elle a observé un moratoire et 3 fois, elle l'a levé. Qu'entre 1978 et 1997, au mois de mai, aucune peine de mort n'a été exécutée sur son territoire, ce qui lui a valu pour la première fois le statut d'État abolitionniste de fait. Qu'entre 1997 et 1999, ce statut fut perdu et la RDC fut le 2e pays au monde en nombre de personnes exécutées à la suite d'une condamnation à mort. Que le 8 juin 1999, dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'engagea à débuter un processus qui aboutirait à l'abolition de la peine de mort. La première étape étant l'instauration d'un moratoire sur les exécutions de la peine de mort. Que ce moratoire fut institué en décembre 1999 par le président Laurent Désiré Kabila et confirmé le 29 mars 2001 par le président Joseph Kabila Kabange dans une déclaration devant la Commission des droits de l'homme. Que ce moratoire fut levé le 23 mars 2002 par une lettre adressée par le ministre de la Justice au Haut Commissaire des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Qu'en 2003, le gouvernement de la République démocratique du Congo institua un autre moratoire. Que ce dernier moratoire vient d'être levé par décision du gouvernement du 9 février 2024. Qu'en exécution de cette décision, Son Excellence la ministre d'État et ministre de la Justice a signé le 13 mars 2024 la note circulaire numéro 002-MME-CAB-ME-MIN-J et GS-2024 adressée aux chefs de haute juridiction et office des parquets, que dans cette circulaire, Madame la ministre donne la justification de la décision de lever le moratoire et circonscrit le cadre de l'application de la peine de mort. Attendu par ailleurs, pendant qu'elle observait des moratoires institués par elle-même, la République démocratique du Congo s'était systématiquement abstenue de voter en faveur de 9 résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies relatives à la question du moratoire aux exécutions de la peine de mort.
attendu que pendant les différents moratoires qu'elle a observés, la République démocratique du Congo n'a initié aucune réforme qui s'inscrirait dans une dynamique de l'abolition de la peine de mort. Que dès lors, la levée du moratoire qui était en cours est susceptible d'entraîner de nombreuses violations des dispositions pertinentes, universelles et régionales relatives au droit à la vie. Qu'en effet, au moment où le moratoire est levé, les lois et la pratique de la République démocratique du Congo sont encore en deçà des standards internationaux présentés si haut. Les codes pénaux civils et militaires punissent de la peine de mort des infractions qui ne constituent pas des crimes les plus graves au sens du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Beaucoup de condamnés à mort qui attendent leur exécution ont été privés du droit d'aller en appel contre leur condamnation. Cas de condamnés de la Cour d'ordre militaire, des cours et tribunaux opérationnels. Leur exécution se ferait en violation du droit à un procès équitable et au double degré de juridiction. Les justiciables de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle courent, eux aussi, le risque d'une exécution en violation du droit à un procès équitable pour défaut d'appel, ces juridictions statuant donc en premier et dernier ressort. Que même les limitations aux exécutions de la peine de mort reprises dans la circulaire susmentionnée ne rencontrent pas les standards internationaux. Attendu que la circulaire dont mention donne d'une part les contextes et les circonstances dans lesquels doivent se commettre les infractions dont les auteurs, une fois condamnés, seront exécutés, et d'autres, une liste non limitative des dites infractions. Circonstances. État de guerre, état de siège ou d'urgence, opération de police tendant au maintien ou rétablissement de l'ordre public, toute autre circonstance exceptionnelle. Infraction. Celle prévue dans le Code pénal ordinaire. Association de malfaiteurs, trahison, espionnage, participation à des bandes armées, participation à des mouvements insurrectionnels, crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Celle prévue dans le Code pénal militaire. Désertion à l'ennemi, lâcheté, rébellion ayant occasionné la mort de l'autorité contre laquelle les actes de rébellion étaient dirigés, rébellion, absence volontaire d'un commandant de remplir une mission relative à des opérations de guerre dont il a été chargé, trahison en temps de guerre, sabotage commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère, vol, détournement, destruction méchante, etc. Attendu qu'il est chais de rappeler ici que la peine de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, que les circonstances ou contextes de la commission de ces infractions ne doivent pas en soi être nécessairement déterminants, que pour revenir aux circonstances citées par la circulaire, la CNDH est d'avis qu'en dehors d'état de guerre, toutes les autres sont irrelevantes, que le banditisme urbain ne peut être efficacement combattu que par des mesures qui s'attaquent à ses causes profondes, qu'il n'est pas certain que l'exécution des peines de mort viendra à bout du dit phénomène, que les infractions commises dans le contexte du maintien ou du rétablissement de l'ordre public renvoient entre autres aux actes de violence que peuvent poser les participants à des manifestations publiques, que condamner à mort et exécuter les auteurs de tels actes sera non seulement une violation du droit à la vie,
mais celle du droit à la liberté de manifester. Que pareilles réserves peuvent être formulées selon les contextes, à l'exception de celui de l'état de guerre. Que s'agissant des infractions citées dans la circulaire, il y a lieu de relever que bon nombre d'entre elles ne peuvent être considérées comme crimes les plus graves. Que tels sont les cas du vol, de la destruction méchante, du détournement, etc. Que par ailleurs, la circulaire ajoute à l'insécurité juridique en laissant la liste non exhaustive. Attendu que la CNDH note qu'en levant le moratoire sur l'exécution de la peine de mort, le gouvernement congolais n'a pas cherché à exécuter toutes les personnes présentement condamnées à mort. Que c'est le sens des restrictions indiquées dans la circulaire de Madame la ministre d'État et ministre de la Justice. Attendu que pour toutes les raisons reprises ci-dessus, la CNDH est d'avis qu'avant la reprise de l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo, le gouvernement devrait engager des réformes législatives de grande ampleur. Que ces réformes consisteraient donc dans la modification des codes pénaux civils et militaires afin de réduire considérablement le nombre d'infractions pour lesquelles la peine de mort peut être prononcée, les infractions les plus graves. Édicter de nouvelles peines aux infractions qui auront cessé d'appartenir à la catégorie de celles actuellement punies de la peine mort visée. Commuer pour certaines personnes leur condamnation à mort en de peines qui auront été édictées à la suite de la réforme pour punir les faits pour lesquels ces personnes ont été condamnées à mort. Offrir la possibilité d'aller en appel à tout condamné par une juridiction pénale ou statuant en matière pénale. Attendu que la CNDH est consciente du fait que le gouvernement est talonné par l'urgence d'agir pour faire face à l'insécurité qui sévit à l'est du pays et dans certaines autres provinces, que pour ce motif, le gouvernement devrait urgemment circonscrire, avec l'assistance de la CNDH, les cas de condamnés des crimes les plus graves remplissant le critérium de la réserve du deuxième protocole facultatif relatif au Pacte international des droits civils et politiques visant l'abolition de la peine de mort. Que par ailleurs, la CNDH est d'avis qu'il est plus avantageux pour la République démocratique du Congo d'adhérer au deuxième protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant l'abolition de la peine de mort en formulant la réserve autorité à l'article 2.1 du dit protocole. Attendu que les articles 1er et 2 de cet instrument sont ainsi libellés. Article 1er. 1. Aucune personne relevant de la juridiction d'un État partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction. Article 2. 1. Il ne sera admis aucune réserve au présent protocole en dehors de la réserve formulée lors de la ratification ou de l'adhésion et prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême commis en temps de guerre. 2. L'État partie formulant une telle réserve communiquera au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de l'adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui s'applique en temps de guerre. Que l'acceptation de cet instrument par adhésion ou par ratification avec la réserve autorisée rencontre certains partis, la préoccupation actuelle du gouvernement est présente un certain nombre d'avantages.
L'interdiction automatique des exécutions, dont un grand nombre en RDC, serait le fait des condamnations à mort pour des infractions qui ne sont pas des crimes les plus graves, au sens de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'engagement des réformes législatives sans précipitation. L'abolition de manière irrévocable de la peine de mort à l'égard des faits qui ne constituent pas des infractions les plus graves. La rétention jusqu'à nouvel ordre de la peine de mort pour les infractions de caractère militaire d'une extrême gravité commises en temps de guerre. La CNDH propose au gouvernement, et ce, sans préjudice de l'urgence qu'impose le contexte actuel de l'insécurité qui sévit à l'est du pays et dans certaines autres provinces, propose donc 1. D'initier des projets de loi modifiant les codes pénaux, civils et militaires afin de réduire considérablement le nombre d'infractions pour lesquelles la peine de mort peut être prononcée, les infractions les plus graves. 2. D'initier des projets de loi relatifs aux nouvelles peines, aux infractions qui auront cessé d'appartenir à la catégorie de celles actuellement punies de la peine de mort. 3. D'initier des projets de loi offrant la possibilité d'aller en appel à tout condamné par une juridiction pénale ou statuant en matière pénale. 4. D'accepter par adhésion ou ratification le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec la réserve autorisée à l'article 2.1. Au président de la République de commuer pour certaines personnes leur condamnation à mort en de peines qui auront été édictées à la suite de la réforme pour punir les faits pour lesquels ces personnes ont été condamnées à mort. Fait à Kinshasa le 26 mars 2024. Pour la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Nsapou Mukulu, le président.